On se lance. Voilà, et on passe à la suite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce troisième cycle d'ateliers dont la thématique est le maintien dans l'emploi et la gestion des inaptitudes. Donc, cet atelier fait suite aux deux précédents ateliers qui étaient l'OETH et diagnostic handicap en entreprise et puis le recrutement et compensation du handicap. Aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, ça va être de vous transmettre les informations clés sur les acteurs et les outils, et ainsi que les mesures pour favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça va être aussi partagé avec vous des pratiques sur les solutions pendant l'arrêt de travail et l'accompagnement dans le cadre du retour du salarié dans l'entreprise. Donc, comme vient de le préciser Élise, cet atelier est enregistré. Vous pourrez le retrouver ainsi que les deux précédents sur le site du PRIT. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, une FAQ sera aussi créée et vous sera mise à disposition. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous via le chat. Merci beaucoup. Alors, voilà. On va du coup commencer par la première partie qui est destinée à vous présenter les acteurs, les outils et les mesures qui peuvent aider ou favoriser le maintien en emploi. Pour ça, on aura des interventions de Vincent Lequi, qui travaille pour Cap Emploi, donc Cap Emploi 92, consultant maintien dans l'emploi. On aura également l'AGFIP avec Stéphanie Bergerot, donc, qui vient de prendre la parole, et puis Francine Gérard, excusez-moi, qui sont toutes les deux chargées d'études et de développement à l'AGFIP. Et puis, nous aurons pour l'assurance maladie, Ramif, Marilyn Luzieux, gestionnaire de projet prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, je leur laisse la parole. Merci. Donc, bonjour, Vincent Lequi. Donc, je suis en effet consultant en maintien dans l'emploi au Cap Emploi 92. Et afin qu'on puisse démarrer notre session, je vous propose qu'on regarde dans un premier temps, j'ai envie de dire, le premier niveau d'une problématique de maintien dans l'emploi, donc sur tout ce qui va tourner autour des restrictions d'aptitude et d'inaptitude. Donc, le tout premier niveau d'une problématique de maintien dans l'emploi, c'est la restriction d'aptitude. Donc, la restriction d'aptitude, c'est lorsque le médecin du travail a constaté avec le salarié des difficultés dans le cadre de son exercice professionnel qui sont liées à ces difficultés de santé. À partir de ce moment-là, le médecin du travail va pouvoir préconiser des restrictions d'aptitude qui vont être mentionnées sur la fiche médicale et communiquées donc aux salariés et à l'entreprise. Et donc, ces restrictions d'aptitude vont pouvoir éventuellement être limitées dans le temps. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, ensuite, le deuxième niveau, lorsqu'on est dans une situation un petit peu plus complexe, un peu plus compliquée, on est sur l'inaptitude au poste. Donc, la personne est inapte au poste, mais par contre, elle est apte à un autre poste. Donc, dans ce cas-là, il peut être, le salarié peut occuper un autre poste dans l'entreprise, mais en revanche, sur son poste de travail, il y a un certain nombre de difficultés. Et là, le médecin considère que la personne ne peut plus occuper ce poste-là. Voilà, parce qu'il n'est plus compatible avec son état de santé. Donc, en cas de restriction d'aptitude, le médecin du travail il proposera des aménagements ou un reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Dans ce cadre-là, le Cap Emploi peut bien entendu intervenir dès ce premier niveau, s'il a été contacté par le médecin du travail, l'entreprise ou le salarié pour regarder malgré tout s'il n'y aurait pas des possibilités d'aménagement de la situation de travail. Et on a un mois pour pouvoir réaliser justement pour pouvoir le réaliser. Donc ensuite, on a l'inaptitude à tout poste. Donc là, on est dans un cadre qui est autre, puisque la personne est considérée comme inapte à tout poste dans l'entreprise. Et donc là, on n'a plus d'autre solution, si vous voulez, que de travailler sur une reconversion professionnelle de façon à permettre à la personne de continuer son parcours professionnel, mais malheureusement, elle ne pourra plus le continuer dans son entreprise. Voilà, donc tout ce qui va tourner autour de l'inaptitude
n'est pas à confondre avec l'invalidité, hein, qui est prononcée par le médecin conseil de la sécurité sociale. Vous avez deux types d'invalidité. Vous avez la numéro 1 et la numéro 2, mais qui n'empêchent pas en interne de travailler sur des aménagements pour permettre justement à la personne concernée de continuer son parcours professionnel, voire son poste de travail, mais dans des conditions différentes. Alors, surtout ce qui a, je dirais, une procédure de maintien en tant que telle, de quoi parle-t-on? Dans un premier temps, c'est l'élément déclencheur. Très, très souvent, c'est un repérage qui a été fait par le médecin du travail. Donc, à partir de ce moment-là, le signalement, il va nous être donné soit par le médecin du travail, par l'employeur, par le salarié, dans certains cas, par l'assurance maladie, si la personne est en arrêt de travail et qu'on sait qu'il va y avoir des difficultés dans le cadre de la reprise, voire par l'assistant du service social, assistante sociale, je dirais, soit de l'assurance maladie, voire éventuellement aussi de la médecine du travail. Donc, je dirais, dans ce cas-là, quel est l'élément déclencheur? Souvent, l'élément déclencheur, ça va être lorsque ça a été fait. C'est vrai que c'est très important, je dirais, de l'encourager sur le terrain. Ça va être la visite de pré-reprise. Donc, cette visite de pré-reprise va permettre justement de pouvoir commencer à comprendre la difficulté rencontrée en amont. Donc, lorsque le salarié est en arrêt depuis plus d'1 mois, aujourd'hui, la législation aurait évolué, il y a une possibilité de pré-reprise, et à partir de ce moment-là, eh bien justement, c'est un moment qui est très important parce que ça va permettre au médecin de voir dans quelles conditions le salarié va pouvoir reprendre. Et donc, ça va nous laisser du temps pour agir. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un diagnostic. Donc, c'est une rencontre avec le salarié, le médecin du travail, l'employeur. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, il faut savoir que la loi a prévu, lorsqu'on est dans une situation d'inaptitude, une obligation de reclassement. Et c'est vrai que si le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il est bien évident qu'on aura des possibilités d'action qui sont vraiment décuplées par rapport à l'ensemble des outils qui sont mis à notre disposition, aussi bien dans le cadre du droit commun qu'au niveau de la GFIP, pour pouvoir agir. Voilà. Donc, la recherche de solutions, dans un premier temps, ce qu'on va essayer de travailler, c'est le maintien en poste. Donc, c'est comment on va aménager la situation de travail pour permettre justement aux salariés de continuer sur son poste, mais en revanche, peut-être dans des conditions différentes. Donc là, on pourra toucher tout un tas d'éléments qu'on va regarder tout à l'heure. Ensuite, si c'est vraiment difficile, c'est le maintien dans la même entreprise. Donc, c'est aussi regarder quels sont les postes qui sont disponibles, essayer de se projeter aussi. Ce n'est pas forcément tout de suite, mais se projeter pour voir les postes qui pourraient être disponibles et qui rentreraient dans les compétences du salarié et qui ne poseraient pas un problème d'inadéquation entre son état de santé et le nouveau poste qui est envisagé. Un élément qui est assez central parce qu'on pourra travailler aussi sur de la formation si jamais la personne a besoin, d'acquérir des compétences complémentaires. Et ensuite, c'est le maintien de l'employabilité et notamment la reconversion. Là, c'est lorsque le salarié, malheureusement, est dans une inaptitude à tout poste. Et donc, à partir de ce moment-là, on va travailler sur, la réorientation professionnelle de la personne concernée pour qu'elle puisse, malgré tout, malgré les difficultés qu'elle rencontre, pouvoir continuer une trajectoire professionnelle, certes qui ne sera plus forcément dans l'entreprise, mais en revanche, qui pourrait être dans un autre cadre ou dans une autre entreprise. Donc, les mises en œuvre, de solutions, des solutions au regard du poste de travail, c'est d'abord l'étude ergonomique et l'adaptation de la situation de travail. Ça, c'est très important. Les séances encadrées, un élément de la sécurité sociale, on verra tout à l'heure, qui permet justement de pouvoir reprendre pendant son arrêt de maladie pour essayer de regarder quelles sont les adaptations à mettre en place, mais sans risque, puisque la personne est toujours en arrêt. Donc, du coup, elle peut se réarrêter tout de suite si jamais il y a besoin. Donc, tout ce qui va tourner autour des mises en œuvre qui sont liées à l'organisation aussi, du temps de travail, avec éventuellement un aménagement du temps de travail. On peut mettre en place aussi un temps partiel thérapeutique dans le cadre de la reprise. C'est vrai que ce sera important, surtout pour les arrêts qui ont duré plusieurs mois, parce que c'est vrai qu'il faut que le corps se remette en mouvement par rapport à des difficultés, surtout lorsqu'il a été confronté à une situation de santé qui a été compliquée. Et puis, le temps partiel qui peut être lié à l'invalidité.
Donc là, c'est l'invalidité, bien entendu, est une mesure de compensation au regard des difficultés que le salarié rencontre dans le cadre notamment de la sécurité sociale, mais permettra, le cas échéant, si c'est possible, de baisser la durée du temps de travail. Et ça, la personne de la CRAMIF tout à l'heure vous expliquera tout ça. Donc, ensuite, c'est tout ce qui va être lié à l'orientation professionnelle et au développement des compétences. Donc, c'est l'évaluation, je dirais, des compétences du salarié, et puis aussi la formation. Si la personne doit changer de poste, eh bien, on va mettre en place tous ces éléments-là pour justement permettre à la personne, je dirais, de pouvoir continuer et de travailler sur son employabilité, par exemple en mettant en place un bilan de compétences, voire éventuellement une mesure inclus pro de la GFIP, pour pouvoir justement voir quelles sont les pistes qui se dégagent et regarder quel type de formation on pourra mettre en place pour ensuite que la personne puisse acquérir des nouvelles compétences et continuer une activité professionnelle. Donc, les aides, on a l'ensemble des aides et prestations de la GFIP, on a la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc, la reconnaissance de la lourdeur du handicap, c'est une compensation qui est donnée en fonction, je dirais, d'une perte de productivité du salarié. Donc, elle peut être en termes de rapidité, mais elle peut être aussi sur un poste de travail. Parfois, vous avez plusieurs tâches que vous devez faire, et il y aura certaines tâches que malheureusement, vous n'êtes plus en capacité de faire. Donc, où on va chercher des aides de financement, donc la reconnaissance de la lourdeur du handicap peut permettre de le faire, pour pouvoir peut-être faire réaliser la partie justement qui n'est plus réalisable par le salarié, par une autre personne, soit dans le cadre de son entourage professionnel, soit dans le cadre de la sous-traitance. Bref, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut travailler dans ce cadre-là. Et puis ensuite, il y a les revenus de remplacement ou de compensation, donc la pension d'invalidité, on en a parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui va tourner autour de la rente liée à l'accident du travail. Alors ensuite, tout ce qui va tourner autour de la réussite, je dirais, d'une problématique de maintien, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur la précocité de la détection des risques. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, pour le salarié, ça veut dire aussi, je dirais, un état de confiance entre le salarié et le médecin du travail. Ça, c'est très important, avec parfois, effectivement, des acteurs intermédiaires qui vont pouvoir venir aussi, je dirais, contribuer à ça. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le Cap emploi, je dirais, un point particulièrement important, c'est vraiment je dirais, de mettre en confiance le salarié, le médecin du travail, de façon à vraiment qu'on puisse avancer ensemble. C'est fondamental. Également avec l'entreprise, pour qu'on puisse vraiment pouvoir avancer ensemble. Donc, vous avez le salarié avec des restrictions médicales et demande d'adaptation du poste par le médecin du travail. Donc ça, je dirais, c'est la première partie. Ensuite, vous avez une deuxième situation. La personne, elle est en arrêt de travail et ça nécessite une reprise adaptée par rapport à sa situation de handicap. Donc, tout l'intérêt, comme on en parlait tout à l'heure, de la visite de pré-reprise et de l'anticipation des mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour justement avancer de façon cohérente, et tout ce qui va tourner autour de, je dirais, alors, la personne qui est déclarée inapte ou en risque d'inaptitude à son poste de travail, voire éventuellement la personne qui est en situation de handicap aggravé du fait de son contexte professionnel, ou la personne qui a des arrêts je dirais, de maladies répétitives. Tous ces éléments-là sont des éléments d'alerte. Et ça, c'est des éléments qui sont vraiment très importants pour nous permettre de commencer à agir rapidement de façon à pouvoir anticiper la situation de reprise, voire éventuellement la situation de difficulté qui est rencontrée. Donc, quand signaler, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'abord le plus tôt possible. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est le signalement précoce. Et dans le cadre du signalement précoce, soit on a une personne qui est, je dirais, sur site, sur poste, qui travaille. Donc, dans ce cadre-là, l'important, c'est d'essayer de voir avec le médecin du travail le plus rapidement possible les difficultés qui sont rencontrées de façon à pouvoir engager des mesures de maintien dans l'emploi et d'accompagnement. Ensuite, si on a une personne, je dirais, qui est en arrêt, c'est la visite de pré-reprise. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis peu, mars 2022, il y a une obligation de visite de pré-reprise dès 1 mois d'arrêt de maladie. Lorsque la personne travaille encore à son poste, on en a parlé tout à l'heure, lorsque la personne est en arrêt de travail, lorsque la personne est en situation de reprise, ça c'est pareil, c'est important, mais si on peut, je dirais, le travailler en amont par une visite de pré-reprise, c'est mieux.
et lorsque la procédure d'inaptitude est sur le point d'être engagée ou est déjà engagée, là, bien entendu, on a une possibilité d'action et le Cap emploi a une possibilité d'action pour justement essayer de voir comment on peut trouver une solution pour éviter l'inaptitude et travailler justement sur l'avenir du parcours professionnel de la personne, que ce soit en poste ou en dehors du poste. Donc, les acteurs externes du maintien dans l'emploi et de la prévention, bien entendu, lorsqu'on est sur une entreprise qui a la chance d'avoir un référent handicap, c'est le référent handicap, bien entendu. Ça va être le manager qui va pouvoir donner des indications importantes, éventuellement sur lui, ce dont il a pu se rendre compte, peut-être aussi voir aussi avec lui quels sont les éléments qu'il pense qu'il serait judicieux de bouger pour aller vers une amélioration de la situation de l'emploi du salarié. On a le service de prévention de la médecine du travail, bien entendu. On a le CSE, le service RH aussi, bien entendu, qui est vraiment le partenaire incontournable lorsqu'on va travailler vraiment sur des mises en place opérationnelles d'aménagement de situation de travail. Et puis, tous les acteurs de la prévention. Donc, sur les acteurs externes qui sont liés au maintien, comme vous avez pu le comprendre dans le cadre de mon intervention précédente, eh bien, on a différentes situations qui peuvent se produire. Soit la personne va rester dans l'entreprise dans différentes situations, soit la personne, à un moment ou à un autre, va éventuellement sortir de l'entreprise, voire on aura besoin éventuellement je dirais, de prévention en termes surtout de formation pour éventuellement former la personne si jamais elle doit changer de poste, voire éventuellement se reconvertir. Donc, on va faire appel à tout un tas d'acteurs qui sont différents. Donc, les acteurs, bien entendu, vous avez à commencer par la GFIP, la GFIP qui va permettre justement de mettre en place l'ensemble, je dirais, des aménagements, des mesures d'accompagnement aussi, qui vont nous permettre de travailler, je dirais, sur une adaptation de la situation de travail du salarié. Vous allez avoir, bien entendu, l'assurance maladie, pareil, et la CARSAT, qui vont, je dirais, dans le cadre de leur mission, pouvoir apporter des éléments essentiels, et notamment lorsque le salarié est en arrêt de travail, pouvoir déjà mettre en place un certain nombre de mesures. Vous allez avoir Transition Pro, qui est l'organisme qui va nous aider à mettre en place des financements de formation aussi lorsque la personne peut partir dans un projet de formation longue pour pouvoir travailler sur une réorientation professionnelle. Vous allez avoir en fonction des secteurs d'activité, bien entendu, la MSA. Vous allez avoir l'ANAC, la RAC. Bref, vous voyez, vous avez tout un tas de partenaires, la MDPH, bien entendu, tout un tas de partenaires qui vont graviter autour. Et donc, nous, on a, un rôle au niveau du Cap emploi, c'est de la coordination, justement, de l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir arriver, au bout d'un moment, à une situation qui réponde véritablement à la problématique rencontrée dans le cadre de la recherche d'une solution positive. Alors, on va laisser la parole à la GFIP pour la suite, il me semble. Voilà. Alors, en fait, on se rend compte qu'effectivement, d'après ce que disait M. Dequy, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de coordination de tous ces acteurs-là autour de la situation de la personne et qu'il y a un certain nombre de mesures et d'outils qui sont nécessaires pour favoriser le maintien dans l'emploi de la personne. Alors, je vais vous présenter d'abord les mesures de droit commun avec certains points qui sont assez nouveaux, qui viennent d'être créés dans le cadre de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la santé au travail. Et cette loi, elle coordonne, elle vient consolider vraiment la coordination des différents acteurs qui concourent au maintien dans l'emploi. Donc, les dispositions qui sont prévues sont, dans le cadre du droit commun, il y a le rendez-vous de liaison. Alors ça, c'est nouveau. C'est un rendez-vous qui peut se passer entre le salarié et l'employeur et qui est à l'initiative soit de l'un, soit de l'autre. Et ça permet d'organiser pendant l'arrêt de travail le retour du salarié dans les meilleures conditions et de l'informer sur ses droits à bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, par exemple la visite de pré-reprise, dont on parle beaucoup, mais qui est vraiment un outil plus qu'indispensable pour anticiper au mieux les situations de rupture.
et aussi de l'informer de mesures individuelles d'aménagement de poste, de temps de travail qui peuvent être proposées par le médecin du travail. Alors, ce rendez-vous de liaison peut être refusé par le salarié sans conséquence pour lui. L'objectif, c'est d'éviter l'inaptitude. Voilà, donc pour ce premier rendez-vous. Ensuite, il y a la visite de mi-carrière. Alors, cette visite-là, elle peut se réaliser à 45 ans ou à une échéance qui est définie par la branche d'activité. Ça s'intègre tout à fait dans la gestion des emplois et des parcours professionnels. Sa réalisation de cette visite de mi-carrière peut être faite par les infirmiers de santé au travail, mais s'il y a des mesures individuelles d'adaptation, d'aménagement de poste ou de temps de travail, ça reste de la compétence du médecin du travail. Ça peut se faire également en téléconsultation. Et cette visite-là, elle peut être couplée avec la visite périodique. Ensuite, il y a la visite de pré-reprise. Donc, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises parce que je vous le disais, elle est hyper importante. C'est vraiment l'objectif, c'est de repérer le plus tôt possible les salariés qui risquent de désinsertion professionnelle. Et cette visite de pré-reprise, c'est pour les salariés en arrêt depuis plus de 30 jours. Et là, le médecin du travail va proposer des adaptations diverses et variées pour anticiper justement le retour du salarié sur son poste de travail. Et ensuite, le temps partiel thérapeutique. Donc ça, on l'a déjà évoqué aussi. C'est le salarié qui est en arrêt depuis un moment et qui doit revenir et il a besoin d'un temps de réadaptation pour revenir à son poste. Il n'est pas en capacité de reprendre à temps plein tout de suite. Donc, le temps partiel thérapeutique va permettre une reprise en douceur de ce salarié sur son poste de travail. L'essai encadré, alors même si Madame Lugieux va le développer plus tard, mais l'essai encadré, c'est vraiment un dispositif qui permet d'agir pendant l'arrêt, donc, et d'anticiper aussi, et ça va permettre de tester la compatibilité d'un poste de travail avec les capacités restantes de la personne. Et ça vise à tester la capacité du salarié à reprendre soit sur son ancien poste, soit reprendre son emploi avec un aménagement de poste de travail, soit sur un nouveau poste de travail, ou alors à rechercher des pistes d'aménagement de poste ou d'un reclassement professionnel. La convention de rééducation professionnelle en entreprise, alors ça, c'est la loi qui l'a créée, cette convention de rééducation professionnelle en entreprise. Avant, ça s'appelait le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Cette convention qui était jusqu'ici réservée aux travailleurs handicapés est maintenant élargie aux salariés jugés inaptes ou à risque par le médecin du travail, notamment grâce à la visite de pré-reprise. Et ce dispositif-là permet aux salariés de se former jusqu'à 18 mois à un autre métier au sein de leur entreprise d'origine ou dans une autre entreprise, tout en conservant leur contrat de travail et leur rémunération. Donc, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, c'est une négociation entre l'employeur, le salarié, le médecin du travail et la sécurité sociale, l'assurance maladie. Donc, on verra un exemple par la suite, je ne vais pas aller plus loin. Et la formation qualifiante en centre de rééducation, ça c'est pour les gens qui ont eu un groupe épargne santé, qui sont en centre de rééducation, réadaptation et qui peuvent bénéficier d'une formation dans le cadre de leur rééducation. Et il y a aussi dans les mesures de droit commun, il y a aussi l'invalidité qui permet aussi qui est un outil possible pour maintenir la personne dans son poste. On peut passer à la slide suivante. Alors, ensuite, on a les aides de l'AGEFIP, les aides spécifiques, qui sont des aides qui peuvent être destinées soit à l'entreprise, soit aux salariés. Vous pouvez mettre la slide complète parce qu'il y a encore, voilà, merci. Ces aides AGEFIP, elles relèvent de principes fondamentaux, c'est-à-dire qu'elles sont complémentaires au droit commun. C'est pour ça que je vous ai présenté avant les aides du droit commun, parce que lorsqu'un
conseiller consultant chargé de mission maintien, Cap emploi va en entreprise, il va d'abord évaluer toutes les possibilités qui s'offrent en termes de droit commun avant d'envisager des aides spécifiques de la GFIP. Donc, les aides à GFIP relèvent de principes fondamentaux tels que la complémentarité avec le droit commun. Ce sont des aides qui ne sont pas automatiques, c'est-à-dire qu'on va les étudier au cas par cas et c'est selon la situation et selon la situation et le contexte que ça va être mis en œuvre. Et elles sont prescrites par un conseiller service public de l'emploi, donc Cap emploi, Pôle emploi, enfin Pôle emploi, pardon, pour le maintien, mais Cap emploi, mission locale, ou la PASS BTP par exemple, pour les entreprises relevant du bâtiment et travaux publics. Et ces aides-là ne peuvent pas être attribuées si l'action a déjà été réalisée. Donc, il faut d'abord demander l'aide avant et ensuite, elle peut être accordée et l'action peut se réaliser. Alors, ça fait un peu catalogue à l'après-vert, là, mais enfin, inventaire à l'après-vert, mais il y a des aides qui sont donc destinées à l'entreprise, comme l'aide à l'accueil et à l'intégration à l'évolution professionnelle des personnes handicapées, l'aide à la recherche et à la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l'emploi de salariés handicapés. Ça, c'est une aide ponctuelle de 2 000 €. C'est un forfait qui va permettre de prendre en charge le temps de réflexion nécessaire à la recherche de solutions pour la mise en œuvre, pour le maintien de la personne. L'aide à l'adaptation des situations de travail. Alors, cette aide-là, elle va concerner tout ce qui est adaptation technique du poste de travail. Donc, c'est suite à l'étude de la situation qui sera faite par le Cap emploi ou par un ergonome, des adaptations telles que du matériel technique vont pouvoir être financées, alors pas totalement, hein, tout ce qui relève de la compensation des effets du handicap. L'aide à la formation des salariés handicapés dans le cadre d'un maintien de l'employabilité. Ça, c'est pour les personnes qui, par exemple, reviennent en poste et qui ont besoin d'une formation pour réintégrer ou pour intégrer un nouveau poste ou pour réintégrer s'il y a eu une évolution d'un logiciel ou je ne sais quoi, eh bien, la GFIP peut financer une aide à la formation pour maintenir l'employabilité du salarié à son poste. Et l'aide financière liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors ça, c'est une aide qui va prendre en charge lorsqu'un salarié n'est plus en capacité d'occuper pleinement son poste de travail, qu'il est toujours là sur son ancien temps de travail, mais qu'il n'a plus la productivité qu'il avait auparavant. Ça représente un manque à gagner pour l'entreprise. Et du coup, pour compenser ce manque à gagner, il y a une évaluation qui est faite sur l'ensemble des tâches réalisées par le salarié. Et il y a une aide qui peut être mise en œuvre en fonction de l'évaluation qui est réalisée. Alors, elle n'est pas systématique non plus, hein, ça dépend vraiment de l'évaluation et du niveau de perte de productivité de la personne. Et puis, il y a des aides qui sont attribuées à la personne, toujours sur demande en anticipant, hein, pas une fois que les choses sont faites, mais l'aide à la personne, c'est une aide. Alors, les aides à la personne, pardon, excusez-moi, je vais fouiller un petit peu là. Il y a des aides au déplacement en compensation du handicap, par exemple pour la personne qui n'est plus en capacité d'utiliser son véhicule ou d'utiliser les transports en commun, et ben, elle peut avoir besoin de l'utilisation ou d'être amenée à son travail avec un taxi. Eh bien, il y a des possibilités d'aide à ce niveau-là. L'aide humaine en compensation du handicap, c'est lorsqu'une personne a besoin d'une aide humaine pour réaliser son travail totalement. L'aide prothèse auditive sont des aides qui sont accordées en fonction du niveau de perte d'audition. Alors, je vous ai expliqué au départ qu'on intervient toujours en complémentarité du droit commun et ça veut dire que là, par exemple, sur l'aide prothèse auditive, il y aura d'abord l'intervention. On vérifiera si la MDPH intervient, quel est le niveau de financement de la sécurité sociale, de la complémentaire, avant
d'envisager l'aide prothèse auditive de la GFIP. Et puis l'aide technique en compensation du handicap, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une aide technique sur du matériel qui pourra être nécessaire à la personne dans le cadre de la compensation des effets de sa pathologie. Voilà. Et puis, la GFIP finance non seulement des aides aux entreprises et aux personnes, mais également des prestations d'accompagnement, des prestations qui vont être des outils complémentaires pour permettre, lorsqu'on intervient sur des handicaps, enfin, on intervient sur tout type de handicap, mais par exemple, parfois, lors de l'intervention entreprise, il s'avère que le conseiller, le consultant Cap Emploi n'a pas forcément la connaissance complète de toutes les répercussions d'un handicap sur la réalisation du travail, et il va pouvoir s'appuyer sur l'intervention d'experts, l'appui d'experts que la GFIP va financer. Et on a donc tout un réseau d'experts dans le cadre des prestations d'appui spécifiques sur tout type de handicap, moteur, visuel, auditif, mental, psychique, troubles cognitifs, et plus spécifiquement en Île-de-France sur les maladies chroniques invalidantes et l'épilepsie. De même, lorsqu'on a une situation d'adaptation de la situation de travail qui est très complexe et qui nécessite un temps d'observation assez important, le conseiller Cap Emploi n'a pas forcément le temps de réaliser et puis il n'est pas forcément ergonome non plus. Donc, il n'a pas forcément toujours le temps d'apprécier la globalité de la situation, et du coup, il va pouvoir activer une EPAST, alors ce qu'on appelle une EPAST, une étude préalable à l'aménagement des situations de travail, qui va vraiment, l'ergonome qui va intervenir dans ce cadre-là va rendre un compte-rendu, une synthèse de son intervention. Il va avoir un temps d'observation dans l'entreprise, il va rendre une synthèse avec un plan d'action et un plan de financement. Il va faire une recherche de devis, etc. Et donc là, c'est vraiment une solution clé en main pour l'entreprise. Et la dernière prestation, c'est Inclus Pro Formation. Donc ça, c'est pour les gens pour les salariés pour lesquels il est nécessaire de travailler sur éventuellement une transition professionnelle. Eh bien, la GFIP finance un dispositif qui s'appelle Inclus Pro Formation, et ce dispositif permet à la personne, c'est en quelque sorte comme il y a une grosse partie bilan de compétences, si on veut. Ça ne s'appelle pas bilan de compétences, mais il y a vraiment un point sur les compétences et une projection sur un projet professionnel viable et réaliste en fonction de la pathologie de la personne. Voilà. Et ensuite, les exemples concrets, je repasse le relais à M. Lequi, qui est sur le terrain. En mettant le micro, c'est mieux. Merci à vous. Oui, donc on va regarder ensemble 3 exemples concrets de maintien dans l'emploi. Donc, je dirais pour premier exemple, on va l'appeler Monsieur Durand. Donc, Monsieur Durand est ingénieur process dans une entreprise. Il a 55 ans. Et puis, Monsieur Durand se rend, vu qu'il habite en banlieue, il se rend régulièrement sur son poste de travail en scooter. Et puis un jour, Monsieur Durand va avoir un accident et va se retrouver hospitalisé et va suivre un arrêt de maladie de 18 mois. Et lorsque il va envisager de reprendre son activité professionnelle, Monsieur Durand va devoir, prendre en compte les conséquences de cet accident qu'il a eu, c'est-à-dire une station debout pénible, une station assise pénible aussi, des difficultés au niveau du bras droit. Et donc, tous ces éléments-là, il va falloir qu'on les analyse et qu'on regarde de quelle manière le salarié va pouvoir travailler avec ces difficultés de santé. Donc, pour ça, on va avoir, un lien fort avec le médecin du travail, avec l'entreprise aussi, et après concertation, eh bien, l'entreprise va accepter, sous proposition du médecin du travail, de mettre M. Durand en télétravail durant 4 jours par semaine. Et donc, il y aura une journée
où M. Durand devra se rendre sur son poste de travail pour pouvoir justement avoir une relation avec ses collègues, participer à des réunions, bref, avoir une vie professionnelle d'échange avec son environnement de travail. Donc pour cela, il y a 2 actions qui vont être mises en place. On pourrait même dire 3, hein, puisqu'on a quand même la mesure de télétravail pendant 4 jours par semaine qui est importante. On va engager un aménagement de la situation de travail au domicile du salarié. Donc pour cela, eh bien, on va travailler sur une étude ergonomique. Et donc, qu'est-ce que va nous dire l'étude ergonomique? Eh bien, qu'il faut adapter la situation de travail de M. Durand en mettant en place un siège ergonomique. Il va falloir mettre également en place un repose-pied, un support bras. Donc, c'est pour, je dirais, maintenir les bras. C'est quelque chose qui s'avance sur le bureau pour éviter que les bras, je dirais, aient des efforts à faire. On va mettre en place également une souris ergonomique. Et on va mettre en place 2 écrans déportés avec des bras articulés double écran de façon à pouvoir vraiment régler précisément la position des écrans au regard de la position assise du salarié. Donc là, avec, je dirais, ces éléments-là, on va avoir, je dirais, une situation de travail qui va être adaptée aux contraintes de santé du salarié. Reste, je dirais, à s'occuper de la partie transport, puisque eh bien, M. Durand ne peut plus prendre les transports en commun et que, bien entendu, pour prendre son véhicule, ça pose un certain nombre de difficultés aussi. Donc, durant cette période d'adaptation, on a déclenché une aide au transport en compensation du handicap qui va permettre à M. Durand, une fois par semaine, d'utiliser un taxi pour pouvoir se rendre à son entreprise et en revenir. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur une situation de travail qui a été complètement adaptée au regard de la difficulté rencontrée, avec 4 jours de télétravail pour limiter les déplacements, un aménagement de poste en entreprise, et puis et un aménagement de poste en entreprise et la partie transport qui va permettre à M. Durand justement de pouvoir aller au travail dans des conditions adaptées à ses contraintes de santé. Ensuite, on va avoir M. Dupont. Donc, M. Dupont, lui, il est commercial itinérant, c'est-à-dire qu'il a un véhicule de service qui est donné à M. Dupont justement pour lui permettre de se rendre chez ses clients. Et il s'avère que M. Dupont va rencontrer lui aussi des difficultés qui sont liées à des difficultés dorsales et également des difficultés au niveau du membre inférieur gauche, donc au niveau de la jambe gauche. La difficulté qu'en rencontre M. Durand, c'est Monsieur Dupont, pardon, c'est qu'il se déplace essentiellement en Île-de-France, donc il a des trajets qui sont longs, avec notamment des périodes d'embouteillage, etc., etc. Et puis aussi, je dirais, d'où l'importance d'avoir une mobilité au niveau de sa jambe gauche pour travailler l'embrayage de son véhicule de service d'une manière récurrente lorsqu'il se déplace. Donc pour cela, vu les difficultés rencontrées, le médecin du travail a saisi le Cap emploi pour qu'on puisse regarder un petit peu ensemble quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. Donc, comme pour M. Durand précédemment, on va mettre en place, je dirais, une étude ergonomique, sauf que là, pour le coup, l'étude ergonomique, elle va se faire sur le véhicule et sur son poste de travail aussi, bien entendu. Donc, sur le véhicule, dans un premier temps, on va s'apercevoir que M. Dupont, il a besoin d'avoir un siège ergonomique adapté à son véhicule. On va mettre en place et que M. Dupont va également passer en boîte automatique. Donc, pour ça, on va faire appel à toutes les aides de la GFIP de manière à permettre justement à ce salarié, lorsqu'il se déplace, de pouvoir justement avoir un véhicule qui soit adapté à ses contraintes de santé et qui soit assis dans une position saine et surtout répondant aux difficultés qu'il rencontre. Au niveau de son poste de travail, on aura travaillé bien entendu aussi sur la position assise où on aura mis en place un siège ergonomique et un repose-pied pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions complètement adaptées à sa situation de travail. Pour finir, on a une situation, je dirais, qui nous est signalée par le médecin du travail, qui concerne Madame Leclerc. Madame Leclerc, elle est gestionnaire de contrats d'assurance dans une grande entreprise et Madame Leclerc est confrontée depuis certains temps à, je dirais, des problèmes psychologiques qui entraînent bien entendu une difficulté dans le cadre de son activité professionnelle puisqu'elle a des poussées de stress importantes. Mais par ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle a déclenché une phobie au niveau des transports en commun également.
Donc, pour Madame Leclerc, qu'est-ce que nous avons mis en place? Donc, en collaboration toujours avec le médecin du travail, nous avons décidé de mettre en place une prestation d'appui spécifique handicap psychique proposée par la GFIP, de façon à accompagner la salariée dans le cadre des difficultés qu'elle rencontre. Dans un premier temps, ça va démarrer par un diagnostic, c'est-à-dire que Madame Leclerc va rencontrer une équipe pluridisciplinaire. Alors, en fonction des difficultés rencontrées, ça peut être un psychiatre, un neuropsy. Et ensuite, une fois qu'on aura fait un diagnostic de la situation rencontrée, on va proposer, en tout cas l'organisme expert va proposer un accompagnement de façon à pouvoir travailler d'abord sur le contenu du poste de la salariée pour essayer de voir quels sont les points qui provoquent un état anxiogène important, comment gérer les priorités, etc., de façon à pouvoir organiser une fluidité dans son activité professionnelle et qu'elle puisse le faire de manière plus sereine. Concernant la partie transport, donc là, pareil, on a travaillé avec l'entreprise et le médecin du travail, et l'entreprise a accepté de mettre Madame Leclerc 3 jours par semaine en télétravail pour limiter justement les transports, et on compense les difficultés phobiques rencontrées par Madame Leclerc dans le cadre des transports en commun en mettant en place une aide au transport de façon à permettre à la salariée d'aller à son travail 2 fois par semaine et d'en revenir en taxi. Voilà. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Merci beaucoup. N'oubliez pas, je profite de la transition, de transmettre vos questions via le chat, hein, si vous en avez, si vous le souhaitez. On va maintenant passer à la deuxième partie qui concerne les solutions qu'on peut mettre en œuvre pendant l'arrêt de travail. Et je vais tout de suite laisser donc la parole à Madame Luzieux de la CRAMIF. Et puis, on aura de nouveau des exemples qui seront proposés par Monsieur Lequi, donc tirés de son expérience d'accompagnement pour illustrer tout ça avec des situations concrètes. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn Luzieux, gestionnaire de projet prévention de la désinsertion professionnelle à la Caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France. Alors, je le précise parce qu'en province, si vous avez des salariés qui habitent en province, le service social de l'assurance maladie sera porté par la CARSAT. Donc, c'est très important de bien comprendre aussi. Alors, je n'ai pas fait un petit schéma pour justement vous repérer. Les caisses primaires d'assurance maladie sont au niveau des départements et gèrent tout ce qui est paiement des prestations, remboursement des soins, etc. Comment dirais-je, la caisse régionale, que ce soit en CARSAT, en province ou en Île-de-France, CRAMIF, la caisse régionale porte le service social et le service risque pro. Tout à l'heure, on a parlé des acteurs de prévention des risques professionnels donc au sein de l'entreprise, mais sachez que l'assurance maladie a aussi un service de prévention des risques professionnels qui peut venir en soutien, qui fait des actions de formation, qui propose des actions de formation aux risques professionnels, prévention des accidents du travail, etc. Et peut être un soutien notamment pour les petites entreprises. Et l'autre service comment dire, qui est sur la problématique de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est le service social qui propose un accompagnement social. Donc en Île-de-France, il y a un peu plus de 270 assistants de service social répartis sur les 8 départements et qui peuvent accompagner les assurés sur 2 axes. L'axe prévention de désinsertion professionnelle qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui sont en arrêt de travail, donc pour nous, hein, en termes de définition, des personnes qui sont en arrêt de travail et pour lesquelles le médecin conseil, donc le service médical, a détecté une problématique par rapport à la reprise. En tout cas, il subodore que ça va être compliqué la reprise. Et donc, il nous oriente ces personnes en disant potentiellement il y a un risque et nous, service social, allons proposer cet accompagnement, déjà comprendre l'impact de la maladie, les répercussions sur la vie familiale,
la vie personnelle, psychologiquement, comment la personne ressent les choses. Et du coup, en fonction de ce diagnostic, comment dirais-je, global qui va être effectué, va mettre en place un plan d'aide avec les différents acteurs qui sont nécessaires par rapport à la situation qui a été détectée. Et aussi, quand on rentre dans la phase plus strictement de réflexion sur le retour à l'emploi, avec Cap Emploi, avec les services de santé au travail, avec Pôle emploi, si malheureusement, il s'avère qu'on va aller vers un licenciement pour inaptitude. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser le parcours d'accompagnement en tenant compte de l'ensemble des problématiques. Parce que des solutions peuvent paraître bien comme ça sur le papier, mais quelquefois, à la confrontation du réel et notamment des problématiques familiales qui viennent se surajouter, il peut s'avérer que la solution ne tienne pas la route. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de cette coordination qui se fait entre les différents services que je viens de citer. L'autre axe d'intervention de l'assurance maladie, le service social de l'assurance maladie, il est spécialisé santé. Donc, il faut en point d'entrée une problématique santé, donc soit par l'arrêt, comme je vous l'ai dit là, soit simplement la problématique de santé, une maladie grave, des pathologies graves, une sortie d'hospitalisation, etc. Et donc, là encore, on a des canaux comment dirais-je, détection et qui vont permettre à ce moment-là de proposer à l'assuré aussi un accompagnement par rapport à ces problématiques et l'impact de sa maladie sur sa vie quotidienne, là pour le coup, puisque si c'est sur sa vie professionnelle, ça va être sur la partie PDP. Donc, pour vous qui êtes en entreprise, en soutien des entreprises, si vous détectez des situations et que vous pensez que ça peut être intéressant d'orienter vers le service social, vous trouverez sur le PowerPoint une application. C'est une application que vous pouvez télécharger sur un smartphone ou sur votre PC. Et vous allez pouvoir vous enregistrer. Et donc, bien évidemment, il faut l'accord de cette personne pour faire cette orientation vers le service social. Et donc, pour répondre aux contraintes RGPD, très peu d'informations sont diffusées. C'est simplement le nom, le prénom, le lieu de domicile et le téléphone de cette personne. Et cette personne recevra automatiquement, une fois qu'elle vous a donné son accord pour orienter vers le service social, si vous faites le signalement via l'application, la personne aura automatiquement un SMS qui va lui dire le service social prendra contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous. Et nous, de notre côté, on a à peu près 72 heures, donc on a une plateforme sur laquelle arrive ce signalement et qui permettra de le traiter dans les 72 heures. Et donc, cette personne sera contactée téléphoniquement pour lui proposer un rendez-vous. Donc, voilà, n'hésitez pas sur l'une ou l'autre problématique. Si les personnes vous font part de leurs difficultés, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme pour pouvoir orienter vers le service social de l'assurance maladie. Alors, tout à l'heure, on a abordé assez rapidement l'essai encadré. Donc là, on va vous présenter dans le détail. Le rôle de l'essai encadré, ça vous a déjà été dit, hein, tester une reprise sur un même poste ou un aménagement ou les adaptations, etc. Parce que là encore, hein, sur le papier, ça peut paraître intéressant, mais il faut là encore le confronter au réel. Et l'essai encadré permet de confronter une idée, une proposition, une solution, une mesure, de la confronter au réel. Et ça permet aussi à la personne de, comment dirais-je, elle-même aussi, de vérifier si ça lui convient. Et donc, la proposition est de 14 jours renouvelables une fois, donc ce qui fait un total de 28 jours, mais c'est fractionnable, c'est-à-dire que ce n'est pas 14 jours en continu, ça peut être par demi-journée. Et on peut envisager plusieurs essais encadrés pour une même personne si, bien entendu, il s'agit de projets différents.
Alors, l'intérêt de laisser encadrer pendant l'arrêt de travail, c'est que ça permet aussi de remobiliser cette personne. Parce qu'au final, on sait que quand une personne reste longtemps en arrêt, si elle perd contact avec l'entreprise, les chances de retour à l'entreprise se diminuent, sont divisées quelquefois par 10. En tout cas, plus la durée est longue, plus le risque pour retrouver son emploi, quand bien même il n'y ait pas trop de séquelles, le risque devient réel. Donc, c'est important de remobiliser pendant l'arrêt, même si ça paraît contradictoire, une personne est en arrêt et en même temps, on la fait retourner dans son entreprise. Alors, le statut, la personne reste en arrêt de travail, elle perçoit ses indemnités journalières. Donc, pour elle, c'est transparent sur le plan financier, pour l'employeur aussi, puisque la personne conserve son statut de personne en arrêt de travail, donc son contrat de travail est suspendu, mais il donne son accord pour que la réalisation puisse se faire pour son entreprise sur les postes qui ont été étudiés avec l'aide de Cap Emploi et bien entendu des services de santé au travail et puis des ressources humaines, des cadres, etc., en fonction de là où le poste va être étudié. Le risque d'accident de travail qui peut quelquefois inquiéter un employeur, sachez que c'est l'assurance maladie qui le prend en charge. Mais bien évidemment, puisque le salarié sera dans l'entreprise, c'est l'employeur qui peut constater l'arrêt de travail et donc faire la déclaration d'accident de travail. Le médecin traitant doit évidemment être favorable puisque c'est lui qui est le garant de la santé de son patient et qui va dire oui, il est déjà en état de suivre ça et ça ne va pas aggraver son état de santé, ou non, je préfère qu'on attende un peu parce qu'il n'est pas encore tout à fait en mesure de prendre un tel risque au regard de sa santé. Ça passe en cellule PDP. Pourquoi? Parce que ça permet à l'assurance maladie d'être informée de la mise en œuvre de cette mesure et donc de couvrir et de garantir la protection de cette personne pendant la réalisation de cette action. La slide suivante. Peut-être l'exemple d'essai encadré. Oui, je peux vous donner un exemple d'essai encadré qui a été réalisé. Donc, écoutez, on va l'appeler Monsieur Legrand. Monsieur Legrand, il a 68 ans, il est ingénieur concept système dans une entreprise qui travaille sur la création de systèmes informatiques pour les navires et les sous-marins. Et donc, Monsieur Legrand sort d'un arrêt de maladie de plus de 2 ans en raison d'une maladie invalidante évolutive qui a entraîné un certain nombre de difficultés, notamment des problèmes notamment à la marche, de la fatigabilité au niveau de la concentration, des difficultés partielles mobiles au niveau de sa main droite. Et donc, le salarié, après plus de 2 ans d'arrêt, le médecin du travail a demandé une reprise en temps partiel thérapeutique pour lui permettre justement de pouvoir revenir. Donc, la reprise, on va l'organiser au travers justement d'un essai encadré de 2 fois 14 jours, de reprise avec 3 demi-journées par semaine. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le salarié va donc pouvoir reprendre dans ce cadre-là. Donc, avant justement la mise en place du temps partiel thérapeutique. Et donc, tout l'intérêt de cet élément-là va nous permettre d'observer la situation de travail de façon à pouvoir voir quels sont les aménagements qui vont pouvoir être réalisés. Donc, dans ce cadre-là, il va être demandé la mise en place en même temps d'une EPAST, une étude préalable à l'adaptation de la situation de travail, donc qui est grâce au financement de la GFIP. Et puis, où là, on va pouvoir travailler justement sur l'aménagement du poste de travail au regard de toutes les difficultés que rencontre le salarié. Donc, l'aménagement ergonomique du poste de travail, mais qui ne s'arrêtera pas là, et aussi envisager une aide notamment au transport pour permettre aux salariés de pouvoir se rendre dans son entreprise pour pouvoir justement y travailler. Parallèlement à ça, il y a également une demande d'invalidité qui est envisagée par le médecin conseil de la sécurité sociale au regard des difficultés que le salarié rencontre, des difficultés présentes, et aussi éventuellement des difficultés à venir, compte tenu qu'on est dans le cadre d'une maladie invalidante évolutive.
Voilà. Et donc, il y a aussi une réflexion en fonction justement de ce que pourra mettre en avant l'essai encadré. Si on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement je dirais, de la capacité de production du salarié pendant les périodes où il est là, éventuellement de mettre en place une reconnaissance de lourdeur de handicap qui permettra justement de travailler sur une compensation par rapport à cet élément-là. Donc, ce qui est à retenir, l'important, c'est justement que l'essai encadré va pouvoir justement permettre d'anticiper et de commencer à mettre en place un certain nombre d'éléments qui permettront par la suite aux salariés de travailler dans un environnement de travail adapté à ces contraintes de santé. Madame Luzieux. Je remets le micro. Oui. Voilà, désolée. Donc, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, CRPE. Alors, le terme était déjà, CRPE, en tout cas, était déjà utilisé depuis assez longtemps. C'était compliqué puisque c'était un contrat de travail donc, qui devait être soumis à validation de la DIET. Et donc, la loi du 2 août dernier a assoupli la mesure en la proposant sous forme de convention de rééducation professionnelle d'entreprise. Sinon, le principe globalement reste de même. Alors, contrairement à l'essai encadré qui se fait pendant l'arrêt de travail, la CRPE se fait à l'issue immédiate de l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est en arrêt de travail, on a fait un certain nombre de mesures, peut-être même aussi des essais encadrés ou autres, et finalement, on va vers une inaptitude. En tout cas le médecin le subodore, et donc on va construire un projet professionnel avec de la formation en interne. La formation va permettre soit quelquefois, parce que quand la personne a été en arrêt pendant longtemps, de se réadapter à son poste d'origine dans l'entreprise d'origine, ou d'apprendre une nouvelle profession dans son entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. C'est plus facile évidemment quand c'est dans la même entreprise, puisque du coup, cette convention va être sous forme d'avenant au contrat de travail. On attend les modalités plus précises, et notamment quand c'est une autre entreprise, comment ça va se construire exactement. C'est en cours, en tout cas les textes, même si certains décrets sont sortis, mais il y a encore d'autres textes qui doivent sortir. Ce qui est important de savoir, c'est que la rémunération va se répartir entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'entreprise. La durée est de 18 mois maximum, mais puisqu'on va être sur un statut, on va dire DIJ, même si cette personne n'est plus en arrêt de travail, on a ce texte de loi à la sécurité sociale qui fait que normalement, à part les gens qui sont en accident de travail ou maladie professionnelle qui peuvent rester en arrêt très longtemps, une personne qui est en arrêt de travail, on va dire normal, c'est un maximum de 3 ans. Et donc, cette durée, c'est tout ça aussi qui reste encore à consolider. Le principe, en tout cas, c'est 18 mois maximum, sous réserve qu'effectivement, la durée d'arrêt qui a déjà eu lieu, plus la durée de la CRPE, ne nous amène pas au-delà de 3 ans, sauf si la personne est en accident de travail ou en maladie professionnelle. Donc, il y a des formations qui peuvent être proposées par l'entreprise. Ça peut être sous forme de tutorat. Ça peut être aussi le plan de formation de l'entreprise, bien évidemment, et des formations que l'employeur va aller aussi, comment dirais-je, acheter pour intégrer au plan de formation, ce qu'on appelle maintenant le plan de compétences. Je n'ai plus le terme en tête. Avant, on parlait de plan de formation, mais… plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences. Donc, en fait, cette convention de réadaptation professionnelle d'entreprise va se construire à la fois avec la mise en situation et les apports en formation théorique qui sont nécessaires, qui sont identifiés. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Peut-être un petit exemple pour illustrer ce qui vient d'être dit. Donc, un exemple de CRPE qui a été mis en place, notamment dans un salon de coiffure pour une dame qui a 43 ans, Madame Corbin. Et il s'avère qu'après plus de
20 années d'exercice, Madame Corbin a rencontré des difficultés motrices au niveau de ses mains et principalement au niveau de la main droite. La main droite avec laquelle elle manie le ciseau depuis plus de 20 ans et qui a commencé à donner des signes de fatigue avec des paralysies partielles. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, à la suite d'un arrêt de travail, puisqu'il y avait des problèmes de douleur aussi, eh bien, le médecin du travail s'est tourné vers le Cap Emploi et l'entreprise pour travailler éventuellement à une reconversion de la personne. La difficulté qu'on a eue, c'est que la personne, évidemment, était, je dirais, à 2 doigts de l'inaptitude, puisqu'elle a eu la chance de bénéficier d'une visite de pré-reprise, qui, à mon sens, a sauvé la salariée de l'inaptitude. Et donc, à partir de ce moment-là, la question d'un changement de poste, je dirais, s'est posée de manière criante. Donc, pour cela, on s'est rapproché de l'employeur qui avait notamment plusieurs salons de coiffure. Et donc, avec un besoin, justement, qui aurait chapeauté justement l'ensemble de ces salons de coiffure pour avoir une personne qui soit en capacité de pouvoir prendre, je dirais, les appels téléphoniques des clients et des clientes pour pouvoir ensuite fixer les rendez-vous, mais également gérer toute la partie Internet pour également les rendez-vous qui pouvaient se faire de cette façon-là. Et donc, également la personne mise évidemment dans un salon de coiffure où elle ferait aussi, je dirais, un peu d'accueil de clientes et de clients. Donc, dans ce cadre-là, on a sollicité la CRAMIF de façon à pouvoir justement mettre en place un CRPE pour permettre justement à l'entreprise de s'organiser, d'apprendre aussi progressivement, je dirais, le nouveau poste à la salariée, même si bien entendu, le monde de la coiffure lui est pas étranger, bien entendu, puisqu'elle reste dans le même domaine d'activité, mais en revanche sur des activités qui vont quand même être très différentes. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un CRPE d'une durée de 6 mois pour permettre justement à l'entreprise de pouvoir dégager des possibilités pour ensuite avoir un tuteur par rapport à l'évolution de cette personne et pouvoir voir dans quelle mesure, je dirais, ce projet était réalisable. Donc, le CRPE est allé à son terme et au bout de ces 6 mois, la salariée est devenue totalement opérationnelle sur, je dirais, son poste multisalon, si je puis dire, puisqu'elle travaillait pour l'ensemble des salons de coiffure dans un domaine bien particulier. Et donc, dans ce cadre-là, justement, Mme Corbin a réussi sa reconversion professionnelle en interne et donc a sauvé son emploi. Hop. On arrive à la dernière partie qui devrait être relativement courte pour garder un petit peu de temps de questions à la fin. Vous connaissez désormais les intervenants. On aura une prise de parole de Cap Emploi et de la régie. Donc là, l'idée, c'est de voir le rôle du référent handicap dans le cadre du maintien en emploi. La loi prévoit la mise en place d'un référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises de moins de 250 salariés qui mettent en place ce référent handicap dans l'entreprise. Le rôle défini par la loi, c'est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Là, on va voir, dans le cadre du maintien, qu'est-ce qu'on fait ? Notamment, le référent handicap va développer et va renforcer les relations avec les services de prévention et de santé au travail, plus particulièrement avec le médecin du travail. Notamment pourquoi ? Pour l'intégration des collaborateurs en situation de handicap, identifier son besoin, savoir vraiment se mettre en relation avec le médecin du travail pour savoir quel va être le besoin, qu'est-ce qu'on pourra mettre en avant et quelles aides aussi ensuite pourront être mobilisées pour favoriser cette intégration. Ça va être favoriser la détection et la recherche de solutions pour les salariés en difficulté de santé au travail. On vient de voir différentes aides, différents dispositifs qui peuvent être mobilisés. Et là, c'est de se dire, un salarié se confie à moi, aussi en relation avec le médecin du travail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, en fait ? Quelle solution on va pouvoir mettre en place pour le pérenniser en poste ? Ce sera aussi la mobilisation de la visite de pré-reprise et puis le maintien dans l'emploi avec la concertation avec les différents acteurs
afin de favoriser le maintien d'emploi du salarié. Ensuite, plus précisément, dans le cadre du maintien dans l'emploi, le rôle du référent handicap, ce référent handicap un petit peu chef d'orchestre, va devoir identifier les acteurs ressources à la fois en interne et en externe. En interne, ça peut être tout simplement le manager, ça va pouvoir être le service des ressources humaines, ça va pouvoir être un collaborateur, ça peut être l'infirmière. En externe, ça va être les différents acteurs qu'on vient de voir. Ça peut être la CRAMIF, le médecin du travail, ça va pouvoir être Cap Emploi, pouvoir mobiliser aussi la GFIP en cas de besoin, s'il y a aussi besoin de mobilisation d'aide dans le cadre de la compensation du handicap. Ça va être aussi collaborer avec les acteurs de la compensation, que sont Cap Emploi et la GFIP, identifier les actions possibles pendant l'arrêt de travail en lien avec les acteurs de la compensation. C'est vrai qu'on en a parlé précédemment, je ne vais pas rappeler ces actions. Et puis, ça va être connaître les dispositifs existants et mobilisables sur le champ du maintien en emploi, et puis mobiliser les aides de droit commun et les aides spécifiques de la GFIP. On se rappelle que ce n'est pas toujours évident de savoir quelles sont les aides et que par conséquent, à partir du moment où on va avoir identifié les acteurs en interne et en externe, eh bien, on peut se rapprocher de Cap Emploi qui sera aussi faire le lien sur ces différents acteurs au niveau du maintien et puis favoriser la mobilisation des aides à la fois de droit commun et puis de la GFIP. Moi, je perds mon micro. Est-ce que j'ai l'impression qu'il manque une slide? Non? Non. Non, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Ah bah super, bon, on a terminé. Je pensais que la dernière partie était plus longue que ça. C'est pour ça que je mettais des petits messages aux intervenants sur la gestion du temps pour bien garder du temps d'échange avec vous. Mais finalement, on est bon. On a fait court sur le référent handicap parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi lors des différents ateliers. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un référent handicap pour les entreprises de moins de 250 salariés. Maintenant, on voit là l'intérêt d'avoir ce chef d'orchestre pour favoriser toutes ces actions d'accompagnement des salariés et puis le maintien en emploi. Oui, puis d'avoir une personne en interne aussi qui accumule de la connaissance, qui monte en compétence finalement sur ces sujets-là. Et ça peut être un facteur complètement facilitant. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas reçu, moi, de questions via le chat. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir ouvrir votre micro et intervenir directement. Ça peut être des questions, mais aussi un partage de situation en préservant l'anonymat, bien sûr. Mais voilà, aussi dire comment ça résonne, vous, dans votre expérience, dans l'accompagnement des entreprises. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, on y répond bien volontiers. Bonjour, j'avais juste une petite question. Bonjour, c'est Béatrice Joanneau, Grand Orly Sainte-Diève. L'essai encadré, vous disiez que la personne restait sous le statut toujours en arrêt de travail avec des indemnités journalières. Est-ce qu'il y a une contractualisation quand même entre le salarié et l'employeur pour les missions qui sont proposées dans le cadre de l'essai? Comment juridiquement c'est mis en place en fait? Du coup, est-ce que je laisse Cap Emploi répondre ou est-ce que puisque c'est vous qui faites la mise en œuvre opérationnelle, en fait, bien que ce soit une mesure assurance maladie. L'essai encadré, si vous voulez, il faut l'accord du médecin traitant de toute façon pour faire l'essai encadré. Donc, dans ce cadre-là, on donne au salarié un formulaire qu'il va donner à son médecin traitant. Et le médecin traitant va donner son accord pour justement la réalisation de l'essai encadré. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est couvert par justement la sécurité sociale dans le cadre de son essai. Voilà. Alors, je pense que c'était peut-être pas tout à fait la question. La question, c'était est-ce qu'il y a une contractualisation? Alors, ce n'est pas une contractualisation dans le sens strict, c'est-à-dire un contrat qui est comme la CRPE, où finalement, on a une contractualisation tripartite. Pour autant, par exemple, si c'est la GFIP ou le service de santé au travail qui met en place l'essai encadré, il y a, on va dire de manière implicite,
il y a un déroulement qui se fait et il y a un bilan à l'issue de la réalisation de l'essai encadré pour pouvoir identifier les propositions qui émanent de cet essai. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça, de manière comme ça, sans évaluation, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un process D'accord. de mise en œuvre de l'essai encadré et qui permet de savoir déjà au départ, quelle est la durée de l'essai qu'on veut mettre en place. Ensuite, sur quel poste ça va être fait en place, qui va être, entre guillemets, le tuteur de cet essai. Et ensuite, il y a une évaluation entre toutes les parties qui est effectuée de manière à pouvoir identifier, dire go ou not go, ou no go, ou go avec d'autres agencements, éventuellement d'autres essais encadrés sur un autre poste si celui-là n'était pas concluant. Ok. C'est en ce sens-là. D'accord. Merci. D'autres questions? Alors, c'est une mesure qui est de plus en plus, enfin, les services de santé au travail s'en emparent de plus en plus. Elle est récente, hein, cette mesure, et puis après, il y a eu le Covid qui a fait que ça a été peut-être mis un petit peu en stand-by, quoique. En tout cas, pour moi qui fais l'évaluation sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est passé entre la première année où ça a été lancé en 25 essais encadrés. Là maintenant, j'ai fait le bilan 2021, on était à 116 essais encadrés. Et de plus en plus, c'est une mesure qui est plébiscitée par les services de santé au travail parce que ça permet vraiment, finalement, sur un laps de temps pas très long finalement. Après, l'amplitude peut être plus longue, hein, mais sur 14 jours, je vois beaucoup d'essais encadrés sur un jour. C'est-à-dire que quand ça a été bien travaillé en amont, ben, finalement, ça peut être un essai encadré d'1 jour, de 3 jours. Vraiment, ça dépend de la situation. L'avantage de l'essai encadré, c'est qu'on peut personnaliser, vraiment, à la fois en termes de durée qu'en termes de ce qu'on va étudier. Et vous constatez que globalement, on va dire que l'essai est transformé positivement dans ce que vous voyez? Oui. En général, quand un essai encadré est mis en place, voilà, c'est que, surtout quand il a été bien préparé en amont. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est comme tout. Hein. C'est comme toute mesure, si ça n'a pas été préparé, ça ne peut pas aboutir. Quand ça a été bien préparé en amont avec les différentes parties prenantes, en général, ça aboutit. Et quand bien même il y a une prolongation, puisqu'on peut aller jusqu'à 28 jours, donc c'est-à-dire que si la période d'observation, si on avait prévu 14 jours d'observation, et puis finalement il s'avère que on n'a pas pu observer tout, ou que même le salarié lui-même se dit est-ce que je peux. Bon, il y a la possibilité de le prolonger encore de 14 jours. Donc ça permet de consolider. Enfin, voilà, les retours que j'ai, c'est que c'est vraiment apprécié par, en tout cas, les services de santé au travail et les salariés, puisque, voilà, c'est… D'accord, vous l'avez… Ok, excusez-moi, après j'arrête là-dessus. Vous l'avez peut-être dit, hein, j'ai peut-être raté ce passage, mais vous accompagnez l'employeur dans l'identification des postes possibles sur l'essai encadré. Est-ce qu'il y a possibilité d'accompagnement RH pour un peu faire je ne vais pas dire un audit, mais un passage en revue des postes possibles et ensuite identifier ceux qui seraient, sur lesquels le salarié serait positionnable? En général, comme il y a eu une visite de pré-reprise, donc le médecin du travail a identifié les problématiques qui vont se poser pour cette personne à sa reprise. Et donc là, si on part vers un retour et qu'on prépare, comment dire, ça fait partie de la batterie des outils de préparation de ce retour du fait des inaptitudes ou des contraintes ou des restrictions constatées. Ok. Merci beaucoup. N'hésitez pas, Cap Emploi, à compléter. Hein. Moi, je ne suis pas dans la réalisation. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait pertinent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, partage d'expérience? On a pas mal parlé de l'essai encadré, mais bien sûr, il y a plein d'autres choses.
Oui, alors voilà, ça aussi. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'essai encadré. Sachez qu'il y a plein d'autres mesures qui existent. Alors, Cap Emploi et GFIP ont parlé tout à l'heure de Inclus Pro. Inclus Pro, c'est une mesure aussi qui a monté vraiment en flèche, hein, elle a été mise en œuvre l'an dernier. Et là, j'ai fait un premier bilan. On en a, alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a vraiment une montée en flèche de l'appropriation de cet outil-là. Et l'intérêt de cet outil, c'est que c'est sous forme de module. Et donc, le premier module qui s'appelle le SAS, qui est un peu comme une évaluation des compétences, je ne vais pas dire bilan de compétences parce que ce n'est pas la même méthodologie qui est mise en œuvre, mais dans tous les cas, on va faire un point, un état des lieux des compétences de cette personne au regard de vers quoi on veut l'emmener, notamment par rapport à une reconversion ou une transition professionnelle. Donc, c'est un outil voilà, qui peut être intéressant et après, on va déterminer, construire de manière très, très personnalisée, comment dirais-je, un projet de transition professionnelle avec cette personne en interne ou en externe. Il y a d'autres outils qui existent qui sont, alors, qui peuvent être réalisés par des établissements qui relèvent de l'assurance maladie comme les UGCAM. Et ça s'appelle par exemple les préorientations. La préorientation, alors il faut que la préconisation par la MDPH, mais pour autant, c'est un outil, là encore, d'évaluation on va dire un bilan de compétences plus lié à la situation professionnelle pour pouvoir travailler sur une orientation professionnelle. Donc, il y a pas mal d'outils. N'hésitez pas à aller, aller sur le site de UGCAM Île-de-France et vous verrez aussi leur catalogue de formation. Vous verrez leur offre de services. Ils ont une équipe pluridisciplinaire qui peut aussi accompagner comment dirais-je, à faire un état des lieux plus spécifique pour un salarié. Alors après, c'est plutôt via le service de santé au travail que ça peut être mobilisé. Mais vous pouvez, en tant que relais, ce sont on va dire, des choses que vous pouvez déjà distiller, comment dire, diffuser un peu, puisque vous faites ce relais avec les entreprises. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et cette interface-là, n'hésitez pas voilà, à vous-même à vous acculturer sur la question du maintien dans l'emploi et regarder tous les possibles. Il y a le guide maintien en emploi, il y a le guide aussi en direction des employeurs. Bon, ce sont des liens qui vous sont mis sur le PowerPoint et que vous pourrez après récupérer rapidement. Est-ce que vous avez eu des questions de la part des employeurs? Puisque vous faites cette interface-là, quel type de questions vous avez pu avoir? Vous n'avez jamais été sollicité par les employeurs? Bon, il n'y a plus personne derrière le PC, quoi, en fait. À part ceux qu'on voit là. Non, mais là, rassurez-moi, là, on vous a endormi, on vous a anesthésié. Non, on voit des caméras qui arrivent, des micros qui s'ouvrent, ils sont là. Ouais. Il y a peut-être une mesure dont il me semble-t-il qu'on n'a pas parlé, c'est les ESRP. C'est un élément important, ce qui est anciennement les CRP, les centres de réadaptation professionnelle. C'est une mesure qui nécessite une orientation par la MDPH. Alors, elle s'adresse surtout pour les publics qui travaillent sur des métiers en général. Moi, j'en vois beaucoup qui sont des métiers en tension. Vous avez des personnes où leur force de travail, ça a été principalement jusqu'à présent leur corps. Et donc, il y a un moment où elles peuvent se retrouver en grande difficulté. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des personnes qui travaillent dans le cadre de la restauration collective, des personnes qui travaillent dans le cadre du bâtiment, des personnes qui travaillent en usine sur des métiers répétitifs et qui sont, je dirais, sur une formation de base qui peut-être n'a pas été très élevée. Et donc, d'où la difficulté au moment où la personne va se retrouver en difficulté au regard de ses contraintes de santé et où, jusqu'à présent, comme je vous disais, je dirais, sa force, c'était son corps et qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus
je dirais, à réaliser les missions qui lui sont confiées. Et où le médecin du travail va dire le mieux, ce serait essayer de reconvertir la personne sur un poste assis, de préférence un travail de bureau, etc., etc. Je vous laisse imaginer le pas de géant qu'il faut franchir lorsque vous avez travaillé une grande partie de votre vie, voire toute votre vie, sur, je dirais, des postes manuels, où du jour au lendemain, eh bien, on vous fait comprendre que vous n'êtes plus en capacité justement de travailler sur des postes manuels. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a toute la partie, je dirais, acquisition de nouvelles compétences, mais aussi, à mon sens, une partie qui est très importante, c'est la partie pédagogique. Parce que lorsque vous parlez avec un salarié qui se retrouve dans cette situation-là, qui souvent a quitté le cursus scolaire très rapidement, eh bien, il est bien évident que si vous lui parlez de reconversion professionnelle et de se former, il vous regarde en vous disant « mais attendez, je ne vais pas retourner à l'école ». Et donc, cette partie-là est très anxiogène pour lui et il est bien évident qu'effectivement, l'approche pédagogique va devoir être totalement différente. Et donc, ces établissements-là, les ESRP, vont proposer des formations qui sont souvent sur des formations, je dirais, de niveau 5, de niveau 4, et donc qui vont permettre à la personne justement d'acquérir des compétences complémentaires, voire d'acquérir des nouvelles compétences, mais avec une pédagogie particulière et surtout avec une durée beaucoup plus longue. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, vous avez une personne qui va se reconvertir sur un poste d'agent d'accueil et administratif, eh bien, lorsque vous le faites dans un cadre classique, dans le cadre d'un congé de transition professionnelle, c'est une formation qui dure en moyenne 6 mois. Là, si vous passez par un ESRP, c'est une formation qui durera 18 mois. Et donc, je dirais, cette partie de prise de temps pour permettre à la personne justement de s'approprier l'ensemble des éléments, aussi d'aller en stage, de pouvoir justement se mettre en situation, etc., sont des éléments qui sont importants et qui permettront justement à cette personne de pouvoir, je dirais, continuer son parcours professionnel sur un autre métier, mais grâce justement à une approche qui aura été différente et qui aura nécessité justement de la prise en compte de sa situation personnelle au regard de son parcours, mais aussi au regard de la remobilisation cognitive qu'elle va devoir effectuer pour justement apprendre, je dirais, de nouvelles compétences professionnelles pour pouvoir continuer dans sa vie. Donc ça, les ESRP, en général, c'est une demande que l'on fait auprès de la MDPH. C'est l'état de la vie de santé de la personne le permet. C'est ce dont je parlais là, finalement. Souvent, c'est porté par des UGCAM. Donc, regardez le programme de formation, le catalogue de formation proposé sur UGCAM Île-de-France et vous aurez l'ensemble des centres, leur répartition géographique et leur domaine de compétences en matière de formation. Les mêmes aussi qui font ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la préorientation. C'est-à-dire qu'ils vous proposeront aussi les centres qui font de la préorientation. Après, ce n'est pas à votre main, puisque ce n'est pas vous en tant que, finalement, comment dire, ce n'est pas vous qui allez mettre en œuvre tout ça, puisque c'est soit Cap Emploi, le service de santé au travail, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez connaître ces possibilités, se dire que le champ des possibles est beaucoup plus large qu'on ne le pense, et amener les employeurs petit à petit à se dire, eh ben, ça peut valoir le coup de miser sur une personne que j'ai en entreprise depuis plusieurs années. Ce serait dommage de la lâcher comme ça. Cherchons, trouvons des solutions. Il y a des solutions qui existent. Et bon, vraiment, en se démenant, on peut réussir à trouver solution en interne, ou en tout cas, au moins de savoir que cette personne, s'il n'y a vraiment aucune possibilité en interne, il sera possible de l'accompagner vers autre chose. Et là, c'est aussi, voilà, à la fois éthique, sur le plan éthique, sur le plan humain, sur le plan, comment dirais-je, oui, sociétal. C'est important qu'on soit dans cette dynamique-là. Et n'oubliez pas que quand la personne, finalement, elle a la RQTH, ça permet à l'employeur, donc ça peut être aussi un levier, ben, finalement, de répondre aux contraintes réglementaires, d'avoir un taux de personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Donc, ça aussi, ça peut être un argument. Donc, voilà.
ce que je pouvais vous dire là aujourd'hui. On est arrivé au terme de notre rencontre. Oui, on va conclure, à moins qu'il y ait une question qui n'aurait pas été posée, mais voilà, sinon on va terminer. Comme on vous l'indiquait, on a mis en fin de présentation une liste de ressources que vous pouvez consulter et qui sont vraiment une mine d'informations pour aller plus loin sur les sujets qu'on vous a présentés aujourd'hui et pour vraiment bien comprendre notamment tous ces outils, mesures, le rôle des différents acteurs. Donc, n'hésitez pas à les consulter. On va rajouter du coup sur votre conseil le lien vers le site de l'EGCAM Île-de-France. Et puis, je laisse Madame Bergerot conclure. Eh bien, merci d'avoir été présent. On reconnaît bien, certains d'entre vous ont suivi les 3 modules proposés. On espère que ça a répondu à vos besoins, que vous vous sentez plus à l'aise sur ces sujets du handicap. Et puis, n'hésitez pas à faire appel aux partenaires que nous sommes. Si vous avez des questions plus pointues, si vous avez besoin d'aller plus loin, on reste à votre disposition. Et si vous voulez bien prendre 2 minutes juste pour répondre au petit questionnaire de satisfaction que je viens d'envoyer dans le chat, il y a un petit lien. Nous, ça nous est vraiment très précieux pour comprendre comment répondre à vos besoins, si on décide de prolonger d'autres actions du même type. C'est toujours précieux pour nous de comprendre ce qui vous convient le mieux. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants du jour. Merci beaucoup. Et vous? Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.